bonjour à tout le monde. Je vais faire comme mes collègues et avec beaucoup de sincérité, de vous dire combien j'étais contente de participer à cette aventure du TICUR, là, et remercier déjà le travail qui a été fait. Voilà. Je vais commencer directement, dans le fond, en rebondissant sur la question, sur le propos de Denis Paget en clôture, c'est est-ce qu'on est dans l'alternative, la confrontation entre la vie et les savoirs, leur conjugaison? Je dirais qu'il manque un acteur au milieu de tout ça, il manque le langage. Et c'est peut-être sur cette question, la place du langage comme médiation absolument fondatrice, fondamentale, que je vais essayer un tout petit peu de réfléchir. Mais avant de commencer tout à fait le débat, dire que d'une certaine façon, j'ai été, comment dire, non pas choquée, mais un peu interrogée par la notion d'équilibrer l'acquisition des langages et le souci de développer des capacités de compréhension, d'entrer dans les didactiques et de capacité d'action. Pour moi, c'est pas, je vais dire d'emblée, hein, pour moi, c'est pas une question d'équilibre. C'est une question de synergie totalement profonde. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de développer. Mais avant de commencer mon propos, je voudrais dire un peu d'où je parle. Parce que c'est important pour comprendre peut-être mon propos et peut-être les démarches, puisque dans la question 4, il était question de démarches, de choses concrètes, j'allais dire, pour essayer de comprendre mon propos. Alors, je voudrais dire que mon propos sur la question des langages et du langage dans la société a toujours été un propos avec une dimension à la fois politique et pragmatique. Politique parce que ce qui me frappait, et ce qui me frappe encore plus aujourd'hui, c'est la difficulté d'un certain nombre de catégories sociales populaires d'avoir droit à la parole ou d'analyser ce qui se passe ou d'avoir un point de vue critique, etc. Et donc on est dans une inégalité absolument croissante, hein, de ces rapports au langage qui me paraît tout à fait importante, dangereuse, et en même temps que les réseaux sociaux auraient pu diminuer, mais peut-être amplifier. Je ne sais pas, j'ai une question assez profonde là-dessus. Hein. Voilà, donc ça c'est le point de vue premier. Et ensuite, toute ma réflexion en tant qu'enseignante, en tant que formatrice, en tant que chercheuse, elle a toujours été, j'allais dire, pragmatique, c'est-à-dire de chercher les obstacles qui empêchent justement de penser, qui empêchent d'apprendre. Voilà. Hein, et donc, du coup, en tant que didacticienne du français, je me suis interrogée sur, effectivement, qu'est-ce qui, dans les didactiques du français, dans les programmes, dans les formes scolaires, etc., ne permettait pas au sujet élève, puisque j'ai beaucoup travaillé avec d'autres, hein, sur la question du sujet élève, du sujet écrivain, qu'est-ce qui empêchait, et tous les systèmes de normes, de contraintes, etc., des modèles que nous avions construits, qui ont été des modèles intéressants à une époque, mais qui se sont avérés des modèles enfermants, allaient d'une certaine façon faire avancer un certain nombre j'allais dire, de manières de faire, de manières d'écrire, de manières de penser, et au bout d'un moment, les empêcher. On arrivait à un obstacle au développement de la pensée singulière et personnelle. Et c'est la raison pour laquelle on avait monté en 2002 un grand colloque international sur la question du parler et écrire pour penser, apprendre et se construire, pour que l'ensemble des didacticiens du français, et pas que, puisqu'il y avait aussi des didacticiens d'autres disciplines qui étaient là, de maths, de sciences, etc., s'interroger sur la manière dont le langage, dans les disciplines, dans les formes scolaires, pouvait permettre effectivement de développer ses capacités et d'apprendre et de penser. À l'époque, on ne parlait pas d'agir, on parlait d'apprendre, penser et se construire. J'ajouterai aujourd'hui d'agir, évidemment. Et nous avions abouti sur cette notion d'oraux et écrits intermédiaires qui permettait à la pensée
au langage, au savoir, de se construire tout doucement, tranquillement, en se nourrissant de culture, en se nourrissant, etc. Cette notion d'écrit intermédiaire est passée dans les programmes de français 10 ans plus tard. Il a fallu près de 10 ans pour que ça passe dans les programmes, commencer à évoluer, de laisser une plus grande place au langage, à la parole, à la lecture, à l'écriture, pour que les enfants construisent des savoirs. Je pense qu'on avait gagné du terrain pendant un certain temps et je pense qu'on l'a, depuis Blanquer et sa suite, on l'a reperdu. Et on est reparti dans un système très normatif, extrêmement enfermant. J'essaierai de développer un petit peu plus. Ensuite, le troisième aspect qui me fait réfléchir toujours sur cette question des langages, cette fois-ci, c'est sur le côté professionnel. C'est-à-dire que les langages, développer les langages comme médiation pour faire penser, faire apprendre, etc., ça passe par des formes scolaires, par des gestes professionnels. Je travaille beaucoup sur les postures des enseignants, mais des langages, des postures professionnelles, et en face, des langages et des postures des élèves. C'est-à-dire qu'on a mis en évidence cette espèce de enfin, d'autres l'ont fait aussi bien que nous, cette espèce de co-élaboration du sens, qui est toujours une co-élaboration entre un enseignant et des élèves, entre un formateur et des stagiaires, entre un enseignant et aujourd'hui, et c'est peut-être la question tout à fait importante, qui répond un peu aussi au propos de Martine Boudet, où dans les classes, on a aujourd'hui non pas des élèves qui sont tous fils de la paysannerie à peu près, ou tous fils de la classe ouvrière quand on est dans les quartiers, comme on était autrefois, avec une population relativement homogène, mais on a dans les classes une hétérogénéité absolument incomparable à ce que j'ai pu connaître quand j'étais enseignante. Une hétérogénéité de culture, de langage, d'émotions, de tout ce que vous voulez, de loisirs, etc. Donc, la question de comment on va mettre ensemble ce grand cerveau social que j'appelle la classe, comment on va le mettre à penser ensemble, je trouve que c'est une question tout à fait fondamentale. Et du coup, aujourd'hui, enfin, depuis quelque temps, je me suis interrogée à la question de la formation des enseignants et à la manière dont les enseignants vont utiliser les savoirs dans leur classe, comment ils les manipulent, comment ils les parlent, comment ils les pensent. Et là, je tombe d'accord avec Bernard sur l'idée que la conscience disciplinaire des enseignants, telle qu'on les forme en France, est excessivement réduite. Bon, je ne vais pas trop développer là-dessus. Autrement dit, penser les curricula divers, c'est aussi penser la vie, les obstacles qu'ils vont rencontrer dans leur mise en œuvre, c'est-à-dire penser en même temps les conditions d'appropriation de ces curricula par des élèves dont les cultures sont de plus en plus diverses et des enseignants dont les cultures aussi sont de plus en plus hétérogènes. Voilà un peu l'introduction de ce que je voulais dire pour vous dire ce que je vais vous développer aujourd'hui sur ce que je pense d'un impensé de l'école, un impensé de la formation, la question du pouvoir réflexif du langage, et que je vais essayer de développer de façon un peu plus détaillée. Et le développement que je vais vous faire est un développement, j'allais dire, extrêmement provisoire. C'est un petit peu le fruit de toutes ces réflexions passées et qui se sont accumulées en strates diverses, qui m'amènent à justement dire que s'il y a une question tout à fait importante, et non pas dans un coin de table où on va équilibrer, mais qui est une question centrale, c'est la question du pouvoir réflexif du langage. Voilà. Alors, pour revenir à ce propos, et pour effectivement dire qu'il ne s'agit pas d'équilibrer, doser l'activité des élèves pour construire des compétences langagières spécifiques, mais que l'idée, c'est que ces activités langagières des élèves, des étudiants à l'université, elles sont intrinsèquement liées. Elles sont à la fois conceptualisantes, elles sont en même temps pragmatiques. C'est-à-dire que la dimension
il y a une espèce d'interaction entre l'expérience, le langage et l'action, et les actions au sens pratique, mais aussi au sens intellectuel éventuellement. Donc, pourquoi poser cette question comme dire c'est insensé de penser que ce sont des choses séparées? C'est que dans le fond, je vais revenir à un propos anthropologique premier, dans le fond, c'est le langage qui fait l'homme, c'est le langage qui fait l'humanité, et l'humanité dans toutes ses contradictions. Dans tout, le langage avec sa dimension, j'allais dire, doublement à la fois émancipatrice et en même temps constructive, et doublement asservissante et normative. Et donc, en quelque sorte, dans le fond, je pensais à une émission, un documentaire que j'ai vu il y a quelques années qui m'a beaucoup frappé, où le documentariste disait, un documentaire sur les pieuvres qui sont terriblement, terriblement intelligentes, capables de passer des obstacles inouïs qu'on leur fait traverser, en les faisant passer dans des souterrains, des tunnels, etc. Elles trouvent et elles mémorisent, le passage. Elles ont un cerveau dans au bout de chacune de ces tentatives, et elles n'ont jamais conquis le monde. Elles n'ont jamais transmis leur culture, elles n'ont pas reconstruit. Autrement dit, ce qui fait probablement l'homme, enfin, c'est ce qui se dit en anthropologie, il me semble, c'est qu'avec le langage, l'homme apprend à désigner, il apprend à nommer le monde, mais pourquoi faire? Pour agir ensemble, pour vivre ensemble, pour construire des savoirs et des connaissances. Donc le langage, d'emblée, le langage est un outil cognitif. Alors bon, évidemment, on a tout derrière, on a Vygotsky derrière aussi. C'est un outil réflexif, c'est un outil social et c'est un outil pratique d'emblée. Hein. Et donc, en ce sens, c'est un outil émancipateur parce qu'il va permettre à l'homme de surmonter des conditions absolument extraordinaires, de difficultés, etc. Il va donner du sens à l'agir, il va construire le temps, il va construire l'espace, il va stabiliser et transmettre des savoirs, etc., etc. D'homme encore, en quelque sorte, dès lors que l'homme acquiert le langage, il acquiert la capacité, avec les mots, sans doute sommaires au départ, modestes, mais à penser sa condition, à penser sa vie. Voilà. Donc, il me semble que quelque part, dans la dimension émancipatrice du langage, il y a cette dimension de donner de la puissance réflexive d'emblée. Et une puissance réflexive qui est au service du vivre, hein, au service du vivre. Et ce vivre a besoin de savoir, et donc au service des avoirs qui vont se conceptualiser dans leur transmission. Mais ce que l'anthropologie aussi nous apprend, et l'histoire encore plus, c'est la puissance contraignante, asservissante du langage. C'est-à-dire que les règles orales, écrites, les normes politiques, les catégorisations sociales, religieuses, vont trier, vont classer, etc. Et on a là une activité langagière, une réflexivité aussi langagière puissante de la part des gens de pouvoir, on va dire, de tout niveau d'ailleurs. Elle est normalisante. Elle est dans un double moment, nécessaire et normalisante. Et on va se référer à des règles, des applications de savoir, pour penser, des règles pour savoir, des règles pour apprendre, des méthodes pour apprendre. Et je suis d'accord avec Bernard ce matin qui disait que les disciplines sont là aussi pour apporter des méthodes, des manières de faire. Et voilà. Mais ce que je pense aujourd'hui, c'est que cette normativité langagière est probablement, bon là je polémique, hein, est probablement aujourd'hui largement dominante dans l'institution scolaire. Elle ne peut pas être la mère de la pensée critique dont on a besoin. Ce n'est pas avec des normes, des protocoles que l'on va sauver la planète, que l'on va sauver les désastres qui sont devant nous. Donc, en quelque sorte, il me semble qu'il nous faut réfléchir beaucoup plus sur cette question de la réflexivité langagière. Alors, c'est là que je pars dans l'aventure, je vous dis tout de suite, une aventure intellectuelle. C'est le propre de l'aventure intellectuelle, d'ailleurs, d'être dans le doute. Et donc, je vais vous proposer plusieurs registres de réflexivité langagière
que j'ai donc pu observer à partir des travaux d'élèves, évidemment, à partir des pratiques scolaires, à partir des pratiques, des discours et des discussions des formateurs, des stagiaires, des enseignants débutants, lorsqu'ils parlent de leurs pratiques et lorsqu'on les voit agir dans leurs pratiques. Et donc, on a fait là collectivement un travail là-dessus qui est en émergence, je vais dire, hein, et vous regarderez s'il vous parle et s'il vous aide à penser. Cette notion de registre de réflexivité langagière, elle n'est pas nouvelle, hein. Les travaux de Nonon sur les dénivellations, les travaux de Bernier, Jaubert, Rebière, etc., ont déjà bien montré comment il y a des sortes de dénivellation dans la pensée. Mais je pense que on peut peut-être essayer de relier, et c'est ma question, ces registres de réflexivité. Je ne sais pas si le mot est bon, un registre. Si ces différents registres de réflexivité, dans quelle mesure ils sont corrélés au contexte, aux besoins, aux objectifs, à l'agir. Dans le fond, l'agir demandé dans les situations scolaires ou l'agir demandé dans la vie ordinaire. C'est-à-dire ce lien entre quel registre de réflexivité je convoque, j'utilise dans telle situation pour faire telle chose ou pour penser telle chose. Alors, il me semble que le premier registre, c'est un registre qui est celui de l'immédiateté de l'agir. C'est le registre que j'appelle nommer. On va nommer pour agir en situation, pour résoudre un problème. D'une certaine façon, j'ai un mari qui a perdu le langage, donc j'ai toujours forcément une réflexion là-dessus. Mais quand le geste de la main ne suffit plus pour agir ou pour faire, alors il faut chercher un mot, même s'il est approximatif, mais il va falloir chercher un mot pour désigner. Et en quelque sorte, dans le fond, la fonction première du langage, chez les tout petits, c'est de désigner, c'est de nommer. Évidemment, ensuite, on va catégoriser, puisque ces mots, on va les organiser. En gros, pour penser et dire le réel, pour dire l'action qu'on est en train de faire, pour dire le monde. Voilà, c'est assez intéressant de voir qu'en français, nous avons presque seulement 2 mots pour désigner les moustiques et les... J'ai oublié le nom. Bref, il y a un deuxième mot qui est arrivé. Alors qu'au Québec, ils en ont 30 ou 40 parce qu'ils sont infestés de moustiques, hein. Donc, nos mots, l'acquisition de notre langage, les mots de notre vocabulaire sont extrêmement liés au réel que nous vivons et le réel aussi, qui est un réel de la vie, mais c'est aussi un réel des émotions, des sentiments, etc. Et à partir de j'allais dire, de ces premiers registres du vécu de la vie dans l'action, évidemment, le jeu s'affirme, le jeu du récit, qui n'est pas le on de la bande, etc. Donc, voilà, ça c'est la première strate, nommer, raconter, montrer, etc. Le deuxième registre de réflexivité qui arrive, il est, de mon point de vue, je l'ai observé notamment dans les pratiques des enseignants, il est d'ordre technique. C'est-à-dire, c'est une réflexivité qui est dans le régime de dire, lire pour faire. Dire, lire, parler pour faire. Et ce sont des règles invariantes. On va formuler des méthodes, des recettes, des théorèmes qu'on va mémoriser pour l'action, pour se faire. Mais c'est toujours un faire singulier. C'est un faire pour un accord, c'est un faire pour faire la soustraction, c'est un faire pour poser la division, qu'on entend dans les classes. On entend ces faire, on entend ces règles de grammaire, ces répétitions qui sont justes, qui sont fausses parfois, etc. Et dans le fond, on est là aussi dans des méthodes pour apprendre, hein. Ces techniques, elles sont réflexives,
pour celui qui les élabore. Effectivement, le nombre d'enseignants qui fabriquent de nouvelles méthodes est tout à fait passionnant, hein. Ils ont chacun leur méthode, certains, pour apprendre à lire, etc. C'est intéressant, parce qu'ils ont réfléchi sur la méthode qu'ils vont utiliser, et ils vont se donner des règles. Les enseignants se donnent des règles d'action, etc. C'est une partie intéressante. Et donc, la question, c'est que ces règles toutes faites, ce langage pré-pensé, pré-normé, intéressant, nécessaire, se traduit par des déhantiques, il faut, on doit. Ce sont des formules pour répéter, des formules pour reformuler, ce que j'appelais, à une époque, j'appelais le discours disponible scolaire. Le discours disponible scolaire, d'accord? On a un discours disponible dans la classe, je pose la retenue, etc. Et j'allais dire quelque part, autant ce passage de réflexivité technique est nécessaire, utile, pratique, etc., pour l'action, autant son dogmatisme est dangereux pour la pensée, parce que l'agir devient aveugle. J'ai été très bonne en algèbre jusqu'en classe de 3e. Je n'ai jamais compris pourquoi je fonctionnais. J'avais la méthode, hein, pour transformer, mais j'avais absolument jamais compris ce que c'était que les mathématiques. Et ça a été un obstacle majeur pour la suite de ma scolarité en mathématiques. Voilà. C'est-à-dire que ces règles empêchent d'évoluer. Elles bloquent. Donc, on ne sait plus pourquoi ça fonctionne. Alors, j'allais dire que dans la vie professionnelle, ce langage réflexif qu'on adopte, la réflexivité des autres, qu'on applique dans la santé, etc., dans plein d'institutions. Dans l'école, ça s'appelle des protocoles, c'est-à-dire on va imposer, on va exiger. Et il y a quelque chose d'assez asservissant dans cette manière d'imposer ces langages dûment écrits par d'autres, ces évaluations, excusez-moi de prendre une question brûlante, ces évaluations dûment pensées par d'autres et qu'on va appliquer. Hein, on ne se pose même plus la question. Et donc, on est dans des formes qui empêchent la variation, qui empêchent l'invention, qui empêchent l'ajustement, parce que qui empêche l'évolution de cette même technique. Donc, Dominique, tu as encore 7-8 minutes. Oh là là, je me dépêche, merci. Oui. Sinon, le plus important, j'ai oublié. Donc, je passe rapidement. La strate suivante, j'allais dire, c'est une strate que j'ai appelée technologique, parce que là, on va demander aux élèves d'argumenter sur ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, pourquoi ils ont fait. Hein. Et donc, là, ils ont un discours pour expliquer la logique de leur action. Son ordre, le matériel, dans quel ordre, c'est les narrations de recherche, c'est le commentaire composé, etc. Et dans le fond, l'objectif ici, il est de rendre l'élève, et c'est intéressant et c'est important, de rendre l'élève conscient de son agir, conscient de sa démonstration, conscient de ses difficultés, de ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas. Le boulot magnifique, c'est les narrations de recherche dans cette visée. Et donc, on est dans de l'argumentation qui peut être simplement une rhétorique, hein, une certaine rhétorique. Je pense que le grand oral du bac est de cet ordre-là. Je me trompe peut-être. La quatrième dénivellation, c'est celle sur laquelle je voudrais m'appuyer. Dénivellation, parce que le terme vient de nos noms, mais il est mal choisi, parce qu'on a l'impression que ça descend, alors qu'en réalité, c'est une pensée qui monte en élargissement, qui monte en puissance. C'est une dénivellation où on va installer chez les élèves une démarche fondatrice de la recherche, fondatrice de la construction de savoirs nouveaux. C'est une dimension épistémique de recherche, elle émerge d'un doute profond, d'une question insoluble et irrésolue, etc., et donc d'un problème technique, d'un problème social, etc. Et le langage, du coup, dans cette dimension, dans ce dernier registre, il va jouer à tous les niveaux, il va jouer de toute sa force, parce qu'il va être obligé de nommer, il va être obligé de classer, il va être obligé d'argumenter, etc. Et donc, il est d'autant plus efficace qu'il est en collectif.
je dirais pour résumer rapidement, qu'il est dans un premier état obligatoirement réaliste, descriptif, narratif, voilà, parce qu'on observe un problème, une situation. Je reviens au propos de Manuel ce matin. On observe une situation concrète, une situation intellectuelle aussi concrète, et donc il va falloir la déterminer, l'identifier. Il est encyclopédique à ce moment-là, parce qu'effectivement, on va être obligé d'amener les différents savoirs qu'on a déjà acquis, hein, on va tisser avec tout ce que l'on sait déjà, on va relire les savoirs acquis, on va relier les savoirs, on rentre sur la discussion ce matin sur l'interdisciplinarité, mais il est aussi, il arrive en hauteur, c'est-à-dire il arrive à un moment où il va commencer à questionner, à structurer des catégories pour les renommer et les questionner, et il va rentrer dans cette dimension hypothétique, etc. Donc, il continuera par des effets évaluatifs, auto-évaluatifs, commentaires. Autrement dit, dans ce niveau, dans ce moment-là où on est en train l'élève est en train de se coltiner un problème, une situation, je prends un exemple magnifique que j'ai vu récemment, on demande aux élèves de construire en technologie, en CM2, un objet roulant, construire un objet roulant. Voilà le projet qu'ils ont à faire. Et avec ce problème-là, ils vont rentrer dans tout un tas de démarches descriptives, explicatives, commentaires, aller chercher des savoirs, discuter ensemble, conceptualiser, etc., nommer les savoirs, les écrire, etc. Donc, les situations, elles peuvent être aussi extrêmement expérientielles, conceptualisantes et langagières, puisqu'on est dans des interactions. J'allais dire que dans cette dimension, dans cette dernière dimension, il y en a une autre qui arrive, qui est non pas le point d'orgue, mais qui est une dimension tout à fait sociale, c'est que ces savoirs construits, il va falloir les traduire. Il va falloir les traduire il va falloir les théoriser, mais dans une théorisation et une traduction qui est accessible à l'autre. Il va falloir les synthétiser. Et le langage et la pensée font à nouveau un travail extrêmement puissant. Et donc, autrement dit, lorsque l'élève ou le chercheur, parce que je pense que la démarche est la même, il est dans ce registre épistémique et de construction de concepts nouveaux pour lui, nouveaux pour le chercheur, nouveaux aussi pour l'élève quelquefois. J'allais dire que le langage, la pensée brouillonne, elle tâtonne, elle déplace, elle reproblématise, elle déplace les concepts, etc. Elle reconstruit, elle élargit, elle assemble. Et donc, il me semble que là, on perçoit que la pensée devient de plus en plus complexe. Et en devenant de plus en plus complexe, de façon tout à fait stupéfiante, le langage se simplifie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une pensée très complexe qu'on va écrire des pages et des pages et des pages, mais au contraire, on va chercher dans le langage des formes linguistiques, des formes discursives, des formes énonciatives qui vont permettre effectivement d'arriver à rendre compte de cette structure complexe, tout en la simplifiant, tout en la rendant accessible. C'est le drame des articles en sciences de l'éducation. Il y a des mots et 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 des mots, mais on n'arrive pas à en sortir quelquefois la substantifiquement parce qu'ils n'ont pas été traduits. Parce que c'est un gros travail collectif, ce travail de traduction. Donc, je conclue, j'y suis, c'est parfait. J'y suis et c'est parfait. Ma conclusion première, c'est très pratique, très concrète. Hein. C'est pas une question d'équilibre, c'est une question de laisser aux élèves, aux étudiants, etc., le temps pour penser, le temps pour apprendre à penser dans des situations aussi complexes possibles, mais pas seulement des situations complexes, et le temps pour que le langage puisse faire son travail, laisser du temps pour verbaliser, reformuler, etc., apprendre à se documenter, etc. Deuxième conclusion, mais je l'ai déjà dit, c'est un impensé de la formation du système. Il n'y a rien sur les sciences du langage, ou quasiment rien chez nous en France, 3 fois rien. Rien sur l'anthropologie, rien sur la sociolinguistique, rien sur l'ethnolinguistique, etc. Rien sur les sciences cognitives qui jouent un rôle important là-dedans. Donc, une énorme question sur la formation. Et puis, j'allais dire, toujours par rapport à ça, un obstacle majeur, c'est la représentation massive
encore montré à Créteil 2-3 ans par une enquête qu'ils ont faite auprès des enseignants, des parents et des élèves sur la dimension que le langage est un simple outil de communication, que cette communication est transparente et que si l'on explique bien, alors on est compris. Alors effectivement, lorsqu'on est dans cette dimension, cette représentation du langage, il n'y a aucun espoir de faire bouger. Donc les parents, les élèves, les enseignants, enquêtés, la plupart d'entre eux, un pourcentage énorme. En gros, l'enseignant doit transmettre des normes et apprendre à se faire bien comprendre. Voilà le message qui est demandé dans la conscience sociale, etc. Voilà. Et donc, du coup, dans la dernière conclusion, je dirais que la question du langage, elle n'est pas suffisamment pensée. Ça a été un peu dit ce matin. Dans ces dimensions essentiellement interactionnelles, le langage, y compris une interaction avec soi-même. Voilà, il me semble qu'il y a un travail tout à fait important à réfléchir là-dessus. Il y a des tas de gens qui ont écrit là-dessus, notamment en Suisse d'ailleurs. C'est un impensé que c'est une construction, interprétation, négociation du sens, voilà, donc ça bouge sans arrêt et ça continuera de bouger pour les heures et malheurs et bonheurs de l'enseignement. C'est un instrument multimodal, hein, évidemment, je parle, je souris, je gesticule, je prends le dessin, je fais des schémas, d'habitude je fais des schémas, là j'ai pas eu le temps, etc. Et c'est pourtant cette impensée-là, cette représentation relativement fausse des langages par rapport à leur rôle absolument indispensable de médiation entre l'agir, le penser, le faire, la vie sociale, etc. Cette impensée-là, ce langage-là, c'est l'instrument numéro 1 de l'enseignant, c'est l'instrument numéro 1 de l'élève. J'allais dire que, en conclusion, si le langage est l'outil numéro 1 de l'homme pour penser et agir, l'école ne le fait pas fonctionner à plein rendement, à pleine puissance. Elle le freine, elle l'enferme dans des normes, elle ne lui rend pas sa liberté essentielle, qui est une liberté d'invention, de créativité, et sa liberté surtout d'évolution constante. Le langage évolue constamment et de nos jours à une vitesse prodigieuse. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et j'attends vraiment votre discussion.